La session 9 et la session 10 vont se tenir après le déjeuner. Pour cette session, la modératrice, c'est Fabienne Mouchka. Elle est spécialiste principale secteur public à la Banque mondiale. On l'accueille et elle va s'installer. Et les panélistes sont Monsieur Michel Nzobala, vice-gouverneur de la Banque des États d'Afrique centrale. Monsieur Olivier Glonville, responsable des marchés du carbone et gestionnaire de la stratégie Africa Carbon Market Initiative au Kenya. Monsieur Calixte Tabangoli, président Association professionnelle des établissements de crédit, APEC en sigle, en République du Congo. Et enfin, Monsieur Ngo Gonzo Ruffin, directeur de la surveillance permanente au secrétariat général de la COBAC. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, chers invités et distingués panélistes, bienvenue donc à cette première session de la 3e journée de ce forum. Nous avons abordé hier la thématique de financement des entreprises publiques. Et aujourd'hui, avec cette session, nous allons nous pencher sur les nouveaux instruments pour financer des actions climatiques et des infrastructures publiques. Comme vous n'êtes pas sans le savoir, le monde est confronté à une crise environnementale, une double crise même d'ailleurs environnementale, celle du changement climatique et celle de la perte de la biodiversité. Des financements ciblés peuvent bien sûr aider les pays et les différentes entreprises à réduire leurs émissions de carbone pour faire face aux ravages de changement climatique et renforcer l'adaptation au changement climatique et la résilience. Il est intéressant de noter que les émissions des entreprises publiques au niveau mondial représentent 15% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et ça, c'est venu d'un rapport de 2023, donc c'est des informations très récentes. De la même manière que nous avons entendu tout au long de ce forum que les entreprises publiques sont des acteurs importants dans la croissance économique, elles sont également une position unique pour jouer un rôle important contre les défis et le passage de l'activité économique polluante à une activité plus verte. Cependant, bien sûr, ce passage va nécessiter des financements très importants. Et donc, pour aller au cœur de la transition verte, les entreprises publiques peuvent maintenant utiliser une boîte à outils de financement durable de plus en plus large. En particulier, on pourrait parler des obligations vertes, des obligations de transition, des obligations bleues, qui peuvent devenir une source importante de capital pour les entreprises publiques. Cependant, jusqu'à présent, le potentiel de ce financement durable, et en particulier des obligations vertes pour les entreprises publiques, reste largement inexploité, particulièrement dans les économies émergentes. Les marchés du carbone peuvent être également un vecteur important pour soutenir l'action climatique des entreprises. De manière cruciale, les marchés de carbone fonctionnent comme une source de financement non endetté, basée sur des résultats qui ne nécessitent pas forcément d'actifs ou de garanties préalables, ce qui pourrait permettre aux entreprises, notamment aux entreprises publiques, qui ont du mal à accéder à d'autres sources de financement, de pouvoir se développer avec ce financement. Malgré ce potentiel, la participation des pays africains aux marchés internationaux de carbone reste encore concentrée, la plupart des crédits étant émis par une poignée de développeurs. Finalement, le secteur financier se trouve à l'avant-garde de la chaîne de valeur industrielle et devrait établir et appliquer des lignes directrices en matière de finances responsables. Il devrait également user de son influence pour accélérer la transition de la chaîne de valeur vers la durabilité.
Cette session nous permettra donc d'explorer le rôle et l'utilisation de différents instruments durables pour les entreprises publiques, ainsi que le rôle et l'utilisation des marchés de carbone. Nous avons le privilège d'avoir avec nous un panel d'experts distingués. Nos panélistes aujourd'hui sont M. Dzombala, vice-gouverneur de la Banque des États d'Afrique centrale, M. Calix Tabangoli, directeur général de la Banque postale du Congo et président de l'Association professionnelle des établissements de crédit du République du Congo. Nous avons également M. Olivier Glenville, responsable des marchés de carbone et gestionnaire de la stratégie Africa Carbon Market Initiative au Kenya, et M. Ngo Gonzo, directeur de la surveillance permanente à la COBAC, qui représente M. Marcel Ondélé, secrétaire général adjoint de la Commission bancaire de l'Afrique centrale, qui malheureusement a eu un empêchement ce matin. Donc, nos distingués panélistes vont nous apporter à notre discussion une richesse de connaissances et d'expériences issues de leurs divers secteurs cruciaux. Leurs points de vue vont mettre en lumière les voies par lesquelles les entreprises publiques peuvent contribuer de manière significative aux objectifs collectifs d'une Afrique durable, résiliente et prospère. Donc, je vais donc commencer avec une première série de questions. Et ma première question va s'adresser à M. Ngo Gonzo. Si, M. Gonzo, vous pourriez nous donner un aperçu du rôle et de l'utilisation des instruments financiers durables pour les entreprises publiques dans les marchés émergents, et de nous donner également un aperçu des initiatives de la BEAC et éventuellement d'autres banques dans le cadre de financement durable. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la question. Je commencerai par remercier au nom du secrétaire général de la COBAC les autorités congolaises pour l'initiative de ce forum qui met en avant la gouvernance et le financement des entreprises publiques. Maintenant, pour revenir à votre question, il y a un aspect qui concerne la Banque centrale, étant donné qu'il y a le vice-gouverneur, donc je vais lui laisser la primeur. Maintenant, pour ce qui concerne les instruments financiers durables, il y a les financements, il y a les placements et les investissements qui ont un lien explicite avec les facteurs sociaux et environnementaux. Au niveau du secteur bancaire, la question revêt une importance capitale dans la mesure où les banques financent des campagnes agricoles qui sont sujettes à l'évolution des climats. Donc, en cas d'inondation, c'est des récoltes qui prennent un coup et qui mettent donc les clients de ces banques-là en défaut de paiement. Et au niveau de la COBAC, des dispositions sont prévues pour inciter ce type de financement à travers des pondérations qui sont applicables au crédit de campagne. Pareil pour des crédits liés au transport où les taux de pondération sont incitatifs. Donc, pour le reste, il s'agit des, vous avez cité des obligations vertes, des obligations bleues, mais qui relèvent davantage des activités de marché qui n'entrent pas dans le périmètre d'intervention de la COBAC, puisqu'il y a d'autres régulateurs
la COSUMAF notamment, et puis la CRCT. Donc, pour ce qui est des financements bancaires, il y a des dispositions incitatives qui existent, comme je l'ai indiqué, à travers les mécanismes de pondération. Donc, voilà. Merci. Merci, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Gonzo. Ma deuxième question va aller pour monsieur Tambala. Quels sont les principaux obstacles auxquels se heurtent les entreprises publiques et les institutions financières pour accéder à un plus grand volume de financement climatique? Merci beaucoup, Fabienne. Je suis honoré de participer à ce panel et je voudrais donc remercier le ministère et vous-même pour m'avoir invité. Peut-être devrais-je d'abord commencer par faire quelques précisions en ce qui concerne le rôle que pourrait jouer la Banque centrale dans le cadre du financement vert. La Banque centrale, comme vous le savez, a un certain nombre de missions qui lui sont dévolues. C'est les missions monétaires, c'est la préservation de la stabilité financière, c'est la gestion des réserves de change, la politique de change et bien entendu la conduite de la politique monétaire. Donc ça fait quand même beaucoup de missions. Je préfère le dire d'entrée parce que j'entends souvent dire il faut peut-être qu'à la faveur des changements ou de changements climatiques ou de la prise en compte du risque climatique que la Banque centrale élargisse son mandat. Donc il y a déjà beaucoup de missions. Un peu plus tard, j'expliquerai pourquoi. Nous n'avons pas besoin, comment dirais-je, d'ajouter un nouveau mandat à la Banque centrale parce que dans la gestion de la stabilité financière, il y a déjà la prise en compte des différents facteurs de risque qui sont pris en compte. Et donc, au-delà de ces missions de la Banque centrale, il faut déjà aussi savoir que la Banque centrale intervient on va dire en second plan. Nous refinançons, nous ne finançons pas, nous refinançons. Et donc cela suppose qu'il y a des acteurs de premier plan, notamment les banques commerciales et d'autres investisseurs qui passent avant la Banque centrale et nous intervenons donc en refinançant ces projets. Cela dit, qu'il soit vert ou qu'il soit classique, la Banque centrale intervient, comment dirais-je, dans le cadre de refinancement. Et une autre précision à faire, c'est quand même de savoir que ce refinancement ne se fait pas à blanc. Ce refinancement se fait en contrepartie d'une cession des garanties privées ou publiques. Ça, c'est une chose. Et l'autre petite précision que j'aimerais apporter, c'est de vous confirmer qu'effectivement, la Banque centrale est préoccupée par des questions de changement climatique parce que les changements climatiques affectent la politique monétaire, ne serait-ce que sur le plan des incertitudes que génèrent les risques climatiques, ne serait-ce qu'aussi parce que les changements climatiques ont des conséquences qui peuvent anéantir ou réduire l'effet de la politique monétaire, notamment quand on pense aux chocs physiques qui peuvent conduire à une inflation, notamment lorsqu'il y a des sécheresses ou lorsqu'il y a des perturbations de la chaîne agricole. Donc, nous sommes préoccupés, mais il faut aussi savoir que le financement de la transition nécessite beaucoup d'investissements. Beaucoup d'investissements. Et
je pense que j'ai noté un chiffre, il me semble que la BAD, je crois, estime qu'il faudra entre 140 et 300 milliards de dollars par an d'ici 2030 pour financer la transition écologique. Et ils estiment ces investissements à peu près à 500 milliards de dollars à l'horizon 2050. Ça montre quelle est l'ampleur du besoin. Est-ce que le système bancaire classique peut avoir les moyens de pouvoir honorer ces besoins qui sont exprimés dans le cadre de la transition? Est-ce que la Banque centrale peut couvrir tous ces moyens? Je vous laisse répondre à la question. Alors, donc, tout à l'heure, vous avez également demandé quelles sont les initiatives. Je crois que c'est Ruffin qui m'a refilé la question. Effectivement, une fois que je vous ai dit que la Banque centrale est préoccupée par ces questions liées au verdissement de l'économie, de la finance, et nous ne sommes pas restés les bras croisés. En juin 2023, nous avons organisé à Douala un forum dont le thème portait sur trajectoire vers la finance durable. Et au cours de ce forum, donc, il s'agissait de réfléchir un peu sur l'évolution du financement durable et du financement vert dans la sous-région. Et nous avons réuni la plupart des parties prenantes. Nous avons réuni au cours de ce forum les banques commerciales, nous avons réuni la commission de surveillance des marchés financiers, nous avons réuni la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, d'autres investisseurs financiers, et nous avons également, je crois qu'il y avait les représentants des États, parce que nous estimons que le financement de la transition ne concerne pas que le système bancaire. Il faut que toutes les parties prenantes se mettent ensemble pour justement contribuer à ce financement. Donc, il y a un ensemble de préconisations qui avaient été faites au cours de ce sommet, de ce forum. Notamment, il va falloir que les parties prenantes travaillent ensemble. Il faut qu'on mette en place une certaine taxonomie. La taxonomie, c'est un peu le registre de ce qui est vert et de ce qui n'est pas vert. Parce qu'aujourd'hui, l'une des difficultés, on le verra, du financement de ces projets verts, c'est qu'on ne sait pas toujours avec exactitude qu'est-ce qui est projet vert, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ça a pu entraîner dans des parties du monde où le financement vert est assez développé avec des mécanismes qui fonctionnent bien, avec la fraude au financement vert qu'on appelle le greenwashing. Donc, et au cours donc, de ce forum, il y a une feuille de route qui a été décidée donc, sous la conduite de la BEAC et aussi en interne au niveau de la Banque centrale, nous avons entrepris d'organiser, de revoir l'organisation de la banque en créant un département qui va s'occuper de tout ce qui tourne autour de la finance durable, du financement vert. Et nous avons également prévu, dans le cadre de l'amélioration de nos instruments, nous avons prévu de mettre en place un guichet spécialement conçu pour le refinancement de tout ce qui est projet ayant un rapport avec le verdissement des économies. Et alors vous parlez donc, pour revenir plus précisément à la question sur les obstacles, tout à l'heure, si j'ai préféré aborder la question sur le rôle de la Banque centrale et sur le rôle des banques commerciales, c'était pour un peu rechuter sur ces obstacles. J'aime à dire souvent que les banques financent, c'est vrai, l'économie, mais il ne faut pas oublier une chose.
les fonds que les banques utilisent pour financer les économies ne sont pas les fonds des banques. C'est l'épargne publique et privée qui leur est confiée. Donc, à partir de ce moment-là, les banques, pour financer les projets, que ce soit les projets classiques, que ce soit les projets verts, il va falloir quand même que les promoteurs de ces projets réunissent un certain nombre de conditions. Et parmi ces conditions sont tous les cités. Nous avons vu depuis plusieurs jours, on parle de la bonne gouvernance de ces structures et de la performance. Ça, c'est des éléments importants qui concernent, et la gouvernance concerne aussi bien les projets que les entreprises qui sont appelées à conduire ou à présenter ces projets au financement et par la suite au refinancement. Nous avons également, pour que les banques puissent financer de manière aisée les projets verts, il faut qu'il y ait également, je le disais, la transparence. Et cette transparence qu'on peut juger par exemple à travers les données statistiques. Aujourd'hui, il me semble qu'il est encore très très difficile de vraiment se faire une idée sur les risques climatiques. Parce qu'on n'arrive pas, les données sont encore, on va dire, disparates, les données ne sont pas encore très très bien structurées pour permettre aux banques de mener une analyse très très fine qui leur permet de se protéger contre ces risques. Une autre chose qui est aussi importante, je crois que c'est la réglementation. Aujourd'hui, nous avons, je dis, il n'y a pas un cadre juridique qui permet de faire en sorte que le financement vert se déroule sans difficulté majeure. Et donc je pense qu'il faut arriver à mettre en place une réglementation qui permet d'encadrer un peu ces financements verts pour faciliter le travail que les banques sont amenées à faire. Il me semble aussi que parmi les obstacles, il y a certainement une question d'expertise au niveau local. Aujourd'hui, il me semble que tout au moins dans notre sous-région, nous ne sommes pas encore suffisamment aguerris dans le domaine de l'analyse des financements verts. Je peux encore citer le manque donc d'instruments adaptés à la finance verte. Et peut-être pour ne pas être trop long, il me semble qu'il faut également qu'il y ait une concertation entre les différents acteurs qui travaillent tous autour de ces projets verts. Voilà, Fabienne, ce que je pourrais dire. Je m'excuse d'avoir été un peu plus long, mais je voulais quand même resituer le contexte pour mieux planter le décor. Merci. Merci beaucoup pour ces informations, je crois, Monsieur Zonvola. Je retiens que un financement très important pour financer la transition, et puis quelques obstacles de bonne gouvernance des structures, de performance des structures, de transparence, expertise, et puis des instruments adaptés. Je vais me tourner maintenant vers Monsieur Tabangoli, justement pour reprendre un petit peu les conditions nécessaires pour les entreprises publiques pour qu'elles puissent utiliser ces mécanismes de financement innovants tels que les obligations vertes, etc. À vous. Merci Fabienne. Je voudrais également remercier les promoteurs, ceux qui sont à l'origine de cette initiative. Nous sortons, il faut le rappeler, d'une COP, la COP 28, qui a décidé d'un certain nombre de choses qui font qu'aujourd'hui, tout le monde, à quelque niveau que ce soit,
est concerné par tout ce qui est, j'allais dire, déréglementation climatique, mais aujourd'hui, certains spécialistes accordent à dire que ce mot déréglementation n'est plus d'actualité puisqu'il n'y a pas eu de réglementation. Merci. Il n'y avait pas de réglementation avant, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait déréglementation. Donc on parlera plutôt du réchauffement climatique. Fabienne, merci. Je voudrais, dans un premier temps, et avant de répondre à votre question, indiquer que la Banque postale du Congo est une banque publique, une banque à capitaux essentiellement publics, et que nous sommes totalement engagés vers un processus qui est un processus de certification. Nous travaillons pour cela et être certifiés vert, nous travaillons pour cela avec le PNUD et un certain nombre de partenaires qui nous aident à donc respecter tous les critères nécessaires pour pouvoir avoir cette certification qui nous ouvrira des horizons nouveaux dans cette lutte contre le réchauffement climatique. Je voudrais également, peut-être, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, obligation verte, obligation bleue, juste quelques définitions. Je sais que beaucoup d'entre vous savez déjà de quoi il est question. Je voudrais indiquer qu'une obligation, d'abord, en tant que telle, est une valeur mobilière qui représente une part de dette, à la différence d'ailleurs des actions qui représentent une part de l'entreprise. Émise dans une devise donnée et pour une durée définie, elle donne droit au paiement d'un intérêt fixe ou variable. L'obligation verte, c'est tout type d'instrument obligataire dont le produit de l'émission ou un montant équivalent est utilisé exclusivement pour financer ou refinancer partiellement ou en totalité des projets verts nouveaux ou existants. Comment ça marche? Une obligation verte est en réalité un emprunt émis sur le marché financier par un émetteur qui peut être une entreprise, une collectivité locale ou même l'État. Elle se distingue d'une obligation classique en ce qu'elle finance exclusivement des projets favorables à l'environnement, que ce soit les milieux ou les écosystèmes. Il faut noter que les premières obligations vertes datent pratiquement de 2001 en Californie afin de financer déjà à ce moment-là les énergies renouvelables. Et pour la petite histoire, les obligations vertes ont été développées à l'origine par de grandes institutions, à l'image de la Banque mondiale, qui a émis sa première obligation verte dès 2008 et mobilisé depuis lors des milliards de dollars dans des projets de développement des énergies renouvelables. La France, par exemple, a émis en janvier 2017 sa première obligation verte portant sur un montant total de 7 milliards d'euros sur une échéance de 22 ans. Les entreprises sont également de plus en plus présentes sur le marché des obligations vertes. En zone CEMAC, les premières émissions d'obligations vertes ont été menées avec succès par Africa Bright Securities pour le compte de la société gabonaise Façade Maritime du Champ Triomphal, au Gabon donc. Et l'opération avait porté déjà sur 2 emprunts obligataires verts pour un montant global de 20 milliards, rémunéré au taux annuel de 7,5% brut sur une période de 5 ans, dont 2 de différés en capital. Il se trouve donc la clôture des opérations étant précédée de la collecte de la totalité du montant recherché. On va aussi entendre, comme l'a dit Fabienne tout à l'heure, elle a évoqué les obligations bleues. Une obligation bleue est un instrument d'emprunt émis par les États, des banques de développement ou d'autres institutions pour lever des capitaux auprès d'investisseurs afin de financer des projets marins ou océaniques aux retombées positives pour l'environnement, l'économie et le climat. Les obligations durables, je terminerai par là. Contrairement aux obligations vertes qui contribuent uniquement à l'environnement, les obligations durables se veulent inclusives et ouvertes au financement des projets essentiels. Ils ne se limitent pas
à un seul type d'initiative. Au lieu de cela, il finance un large éventail de projets susceptibles de rendre le monde meilleur. Alors, pour revenir très rapidement à la question qui a été posée, les entreprises publiques qui souhaitent émettre des instruments financiers verts, tels que les obligations vertes dont on parle tout à l'heure, doivent remplir 2 conditions préalables, principales. L'entreprise d'État et son actif vert, par exemple un projet, doivent être premièrement bancables. C'est la première condition. Et deuxièmement, ils doivent être verts, en suivant, bien entendu, un processus ou des processus et des normes nationaux ou internationaux applicables en matière d'émission d'obligations vertes. Et donc, les défis à relever peuvent être résumés comme suit. D'abord, il faut un environnement favorable. L'environnement favorable est décidé par le fait que l'entreprise d'État, il doit être établi que cette entreprise d'État est autorisée à lever des capitaux sur les marchés des capitaux. Il faut déjà donc que cet environnement soit respecté. L'autorisation de lever des capitaux sur le marché des capitaux. Deuxièmement, la grande et sempiternelle question de la gouvernance, dont a parlé tout à l'heure monsieur le vice-gouverneur. Est-ce que la gouvernance des entreprises publiques est appropriée? Il faut parler de la stratégie, il faut parler de la propriété. Est-ce que la gouvernance de ces entreprises est appropriée? Deuxièmement, s'agissant des risques, est-ce que l'entreprise publique, l'entreprise d'État dispose d'une capacité suffisante de gestion des risques? Troisièmement, toujours sur le sujet de la gouvernance. Et là aussi, c'est un terme que le vice-gouverneur a utilisé tout à l'heure, la question de la transparence. Est-ce que l'entreprise publique est en mesure de vérifier et de rendre compte de la performance des obligations vertes, bleues ou durables? Est-elle en mesure de le faire? Toujours autour de la question de la gouvernance, et s'agissant particulièrement de la crédibilité. L'entreprise publique est-elle crédible en matière de stratégie verte et de mise en œuvre? Et enfin, toujours autour de la question de la gouvernance, sa capacité de gestion. L'entreprise publique a-t-elle la capacité d'émettre et de gérer des obligations vertes? Je reviendrai sur la question peut-être plus tard de la transparence parce que pour les investisseurs, c'est une question sine qua non. Ils investissent, ils débloquent des fonds et ils ont besoin de savoir si réellement les fonds débloqués sont orientés vers les projets qui ont un impact, bien entendu, sur le réchauffement climatique. Ensuite, sur l'émission des instruments verts, bleus ou durables, la question qui a été évoquée tout à l'heure, celle de la bancabilité, dont vous avez évoqué tout à l'heure, madame, est-ce que l'entreprise publique ou le projet concerné est financièrement bancable? Est-ce qu'on peut assurer véritablement, à court ou moyen terme, un retour sur investissement, de quelque nature que ce soit? Et enfin, est-ce que cette entreprise publique qui veut lever des fonds verts, est-ce qu'elle dispose de projets, entre guillemets, verts, réellement éligibles? C'est la question qui a été posée tout à l'heure. Il s'agit donc là de revenir à des normes qui sont établies, qui existent. Peut-être aurons-nous l'occasion d'en parler tout à l'heure. Et enfin, je voudrais dire un mot sur le rapport pays qui a été sorti là en 2023 par la BAD et qui concerne particulièrement le Congo. Il existe des programmes d'émissions vertes de la BAD, ils existent. Et nous avons en Afrique un pays, oui, la Tanzanie,
crois que tout à l'heure, quand nous reviendrons sur les pays, nous écouterons avec attention les expériences de mon voisin de gauche tout à l'heure, on en parlera certainement. Et les défis à relever, c'est aussi important. Il faudrait donc que les pouvoirs publics revoient les conditions de marché et les politiques de marché. Il faut améliorer la réglementation et encore une fois la gouvernance. C'est un point central. Et pour la BAD, les projets de très grande taille sont peut-être à examiner avec un peu moins d'acuité que ceux de petite taille. Donc il y a une préférence pour s'engager sur les projets de petite taille pour commencer. Je pense certainement que c'est pour acquérir de l'expérience avant de s'engager sur des projets de grande taille. Et enfin, et là aussi le vice-gouverneur a souligné cet aspect, les capacités techniques. Il faut regarder la vérité en face et se dire que nous n'avons certainement pas encore suffisamment de techniciens. Ils sont en formation, je pense qu'ils se forment, ils sont en contact avec les experts internationaux pour acquérir à leur niveau l'expérience nécessaire pour pouvoir évoquer ces questions techniques qui peuvent parfois paraître assez difficiles à appréhender pour certains. Quels sont les facteurs qui permettent une utilisation couronnée de succès? Comment aller vers le succès? Il faut travailler sur le volume élevé de richesses détenues par le secteur privé national et il faut une législation et des réformes politiques favorables à l'expansion de la finance durable. J'ai été un peu long, mais je pense que c'était important d'évoquer ces points-là avant d'attaquer les autres sujets. Merci, madame. Merci beaucoup, monsieur Tabangoli. Et vraiment, je pense que vous avez couvert de très importantes informations en nous donnant des informations sur les obligations vertes, bleues et durables. Je pense que ça, c'est très utile. Et également, les conditions nécessaires et les défis qui existent actuellement. Et on va certainement reprendre certains de ces défis et de ces conditions dans la deuxième partie des questions. Je me tourne maintenant vers monsieur Glanville. So I will switch to English. Sorry. Mr. Glanville, I wanted to really find from your experience on carbon credits and the carbon markets. I think we've heard about the green bonds, blue bonds, and sustainable bonds, and it will be really interesting to hear on carbon market what your experience and the experience of Hackney has been, and what are some of the obstacles that you've run into in trying to establish this carbon market, and particularly, I guess, the experience of Kenya. Thank you very much. Thank you. And thank you once again for having me at this esteemed panel and event. It's been a fantastic experience listening and hearing to the progress being made. Of course. Juste rappeler que tous les participants ont forcément leur module de traduction. Donc c'est le canal 2 pour la traduction. Merci. It's okay. So once again, thank you very much for having me on this panel. It's been great to hear about the different financing vehicles that can be used to finance the green transition. As my esteemed panelists on the left mentioned, the financing gap is significant going to 2030 for Africa, to meet its energy transition goals. Given the scale of that financing requirement, the private sector is going to be hugely important to mobilize that capital. And this is where carbon markets come into play as a vehicle to accelerate climate finance coming into these projects. Just briefly on carbon markets, the market itself includes the buying and selling and production of carbon credits. One carbon credit represents 1 metric ton of carbon dioxide or equivalent either removed from the atmosphere or avoided
to be released. They are produced through certain activities that actually touch across almost all sectors of the economy, and they are bought by companies and countries looking to accelerate their own emissions reductions goals alongside reducing their own emissions internally. The core tenet around carbon markets and carbon finance is that they provide an additional layer of finance that makes projects that otherwise not be economically viable actually become bankable. Now, speaking to the question itself, what is the biggest barrier or one of the large barriers that's stopping the market from scaling? And the answer to that, very succinctly, is a lack of or complex or unfavorable regulation or regulatory environment and a lack of institutions to deliver and operationalize this in a number of countries in Africa. Currently, today, the percentage anyway is about in between 1% and 4% of Africa's technical potential is realized in terms of carbon finance. So a huge gap and potential to realize. Now, in terms of the barrier itself, what we have seen is across a number of African countries, countries waking up to the possibility or potential of carbon markets. This has resulted in some countries, largely pushing forward. Fabian mentioned Kenya, Ghana, others as well. However, we've also seen, some regulation come out, which is distinctly unfavorable, to scaling such a market. We saw, for example, Zimbabwe announce a 50% tax on carbon credits. And speaking with our network of global buyers, we saw those pulling out. At its most basic level, though, before we think about the taxation and everything else, what project developers, those developing these projects, need its first level is clarity. And that's clarity on, who they will approach within government, what the process is to do that, to get the necessary approvals, and the expectations when it comes to taxation and other agreements to ensure they have stability within their financial projections. And that's partly where the Africa Carbon Markets Initiative comes in, which I help lead based out of Nairobi. The Africa Carbon Markets Initiative, or ACMI for short, is an initiative that was designed and launched at COP27. We were an initiative sponsored by the Rockefeller Foundation, the UN agency Sustainable Energy for All, and the Global Energy Alliance for People and Planet, with strong partnership with the UN ECA and the UN high-level champions. It was launched with an ambition to massively scale participation of African corporates and indeed countries in carbon markets to address that gap that I've just mentioned. One of the core things that we do is support to governments to develop the necessary and conducive regulatory and operational environment to enable this market to scale. And one of the core principles we have about this is that we are designing a market to incentivize the private sector to come in. As I mentioned, it's the private sector that's only going to generate the scale of capital required to meet the transition goals. Some of the countries we've worked in, as Fabian mentioned, includes Kenya, Mozambique, Malawi, Ghana, Rwanda, and Nigeria. We have demand-led. As such, governments will come to ACMI and we will help them design a framework which we deploy, which covers all elements of carbon markets regulation and operating environments. Some of the things that we cover includes, and the necessary pieces to unlock this barrier include developing a very clear ambition statement and market strategy when it comes to markets. One of the developments in last year's COP and the years before that is development of what they call Article 6 markets,
That is where countries, quite typically from the global north, will purchase carbon credits from seller countries. We've seen movements across Africa in this and developments in the market. What you need to have in place to actually realize this potential includes establishing what they call a designated national authority, an institution, or whether it's already operational, that will take ownership, responsibility for establishing and running this market within the selling country. That is just one example of the sort of setup that is required. At the same time, you need to establish very clear benefit sharing requirements. And this is a really, really important topic to note. Of course, carbon markets offer a significant revenue generating opportunity for state-owned enterprises and indeed for governments into treasury budgets and adaptation funds. However, at the same time, such a young market needs to be enabled significantly to bring in that private sector. We also want to be very clear that carbon markets should ultimately benefit those communities in which the projects are taking place. And as such, we work with governments to stipulate or define whether there might be particular benefit sharing requirements set up where communities are safeguarded in such a way. And thirdly, in terms of a framework, another important point to note is indeed establishing those processes. So being very clear how investors, how developers, etc., should interact with the government to remove as much friction as possible. There are many other parts to the story of regulatory development, which I'll be happy to discuss in any of the breaks. But I want to spend maybe the last moment to just add a note towards the significant effort and time required to deliver on a regulation that is clear and fit for purpose and contextualized to the specific country. In the case of Kenya, for example, we've worked with them, we started work with them last year, exactly this time last year. It's taken a year for them to publish their draft climate amendment bill and carbon trading regulations. And that was only due to significant input, oversight from President Ruto himself. At the same time, significant coordination between ministries is required. The carbon market itself will touch upon the majority of sectors of an economy. And as such, clear coordination, communication and input from a number of ministries is required. And as such, we help advise in setting up cross-ministerial task forces to advise on these things. And we also need to note that this also requires dedicated, full-time persons within government to deliver on this regulation, and indeed, once it's created, to actually operationalize on this, to stay up to date with global advances in carbon markets, to be at the negotiating table with governments looking to purchase, etc. And this, of course, takes time, it takes resources. The regulation is just a start, but ultimately it's the most important piece to get in place at this time. I think we're excited as the Africa Carbon Markets Initiative of the interest of a number of governments. Our pipeline of interest is significant. And also of corporates and project developers looking to utilize this market to accelerate their own green activities. Just a nod towards state-owned enterprises, we see them as obviously a significant role here, both in terms of being project developers, due to quite often the significant land assets or other assets at their disposal, but also at the same time being able to input strongly into a conducive regulation. So I will stop there, but just a note to say that as ACMI, we're excited to be supporting a number of countries at the moment. And as I said, we are demand-led. We're supporting a couple of countries in West and Central Africa
and delighted to hear more if there is demand. Anyway, thank you. Merci beaucoup, Monsieur Glanville, pour cet exposé sur le marché carbone. Donc une autre possibilité de financement, et notamment le point d'attention que vous avez mis sur la mise en place, la nécessité en tout cas de mettre en place la réglementation et toute, je dirais, l'institutionnalisation ou les institutions pour pouvoir réellement bénéficier de ce marché carbone. Et également le support de votre organisation ACMI dans plusieurs pays, notamment le Ghana, le Nigeria, le Malawi, Kenya, mais d'autres également, où vous avez pu les appuyer pour la mise en place de cette réglementation et donc de ce marché carbone. Peut-être avant de passer à la deuxième série de questions, pour approfondir sur certains thèmes que vous avez mentionnés, chers panélistes, je voudrais peut-être prendre quelques questions, s'il y a quelques questions des participants. Je crois qu'il y a une main levée. Merci madame, merci aux membres du panel. Je suis Daniel Moulongazeyi du port autonome de Brazzaville et port secondaire. Je voudrais intervenir un peu sur la mobilisation des financements verts et crédits carbone. Ce sont des thèmes qui font l'objet de plusieurs débats lors des différentes COP. Et je sais qu'en Afrique centrale, en ce qui concerne le fonds vert, il y a une organisation qui s'est mise en place au niveau de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, qui a produit depuis quelques années un document très important avec 34 programmes, dont 22 prioritaires, sur l'économie verte. Mais depuis, ce programme est resté, ce système est resté dans l'ombre, dans l'obscurité, parce qu'il n'y a pas de soutien. Je me souviens, à Libreville, les 11 États de la CEAC avaient même créé un fonds vert d'Afrique centrale qui devrait être hébergé au niveau de la BEDAC et où chaque État devait apporter 2 milliards de francs CFA pour un total envisagé de 22 milliards comme étant un fonds d'APA pour pouvoir bénéficier du financement du fonds vert global qui est basé à Séoul et dont on avait promis depuis des années une mobilisation au niveau de la communauté internationale de 100 milliards de francs par année. Alors, je voulais savoir, première question, est-ce qu'aujourd'hui on peut faire le bilan depuis la COP 21, parce que là il y avait vraiment un tournant décisif avec des engagements. Combien de projets ont été financés
par le Fonds vert climat au niveau de l'Afrique centrale? Et combien de pays ont bénéficié du financement de ce fonds? Deuxièmement, le fonds bleu. C'est le fonds qui devrait financer des actions au niveau des pays du bassin du Congo. Quel lien faites-vous entre le fonds vert climat et le fonds bleu? Et quels peuvent être les attendus au niveau des entreprises publiques que nous représentons en termes de mobilisation? Je vous prends un dernier exemple. Le Congo vient de vivre, et va peut-être vivre encore pour quelques mois, une catastrophe en termes d'inondation. Et le premier programme du système d'économie verte d'Afrique centrale dont je vous ai parlé, c'est l'économie de l'eau. Alors, comment est-ce que nous, qui sommes une entreprise publique, gérant les ports fluviaux, ayant subi comment dirais-je, un impact négatif des inondations, comment est-ce que nous pouvons nous organiser pour bénéficier éventuellement de ces financements verts ou bleus? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va prendre peut-être les 3 questions et puis on pourra répondre ensuite. Je me tournerai vers les panélistes. Merci. Merci Bernard Gazo. Ma question concerne bien sûr l'ensemble des intervenants. Là, on parle des finances vertes, crédit carbone. Je me demande qu'est-ce qui est fait pour que la population ou les différents acteurs puissent s'approprier ces nouveaux modes de financement. Parce que lorsqu'il y a la COP, on en parle dans certains milieux, mais pour la plupart des acteurs, ça reste mystérieux. Et tant que ça sera quelque chose réservé aux élites, et encore des financiers, et encore lesquels, on aura du mal effectivement à promouvoir cette finance verte. Donc ma question est de savoir qu'est-ce qui est fait pour faciliter l'appropriation de ces outils. Et la deuxième question sous-jacente, je sais que la Banque centrale avait beaucoup œuvré pour la création de la bourse des valeurs mobilières. À l'époque, 2004-2005, quand on créait la bourse des valeurs mobilières, on réfléchissait déjà à créer le compartiment de commodities. Pourquoi pas, à l'époque, on s'appelait crédit carbone. Aujourd'hui, on a le bassin du Congo. Est-ce qu'on peut effectivement commencer à imaginer qu'au niveau de la bourse ou des différents acteurs, il est possible de mettre en œuvre un compartiment permettant bien sûr de pouvoir mobiliser ces ressources-là? Alors que nos États sont encore là pour négocier difficilement un prix qui est largement en dessous du prix du marché. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir des législatives pour qu'on puisse profiter de notre environnement qui nous donne quand même des atouts en matière de finances vertes? Merci beaucoup. Merci. Je suis Monsieur David Martin Obami, conseiller au ministère de l'économie et des finances. Le présent forum se tient en République du Congo. Je voudrais ramener les panélistes au cas concret qui concerne également le Congo. Courant le mois de janvier, nous avons connu une grande catastrophe naturelle avec des inondations sur l'ensemble du territoire. Parmi les réponses qui ont été sollicitées, on a fait intervenir les organisations humanitaires, les associations caritatives. Alors, puisque nous avons en face de nous les banquiers, j'aimerais poser la question aux panélistes. Est-ce que dans le cadre de ces interventions, quelle a été la place de la banque ou des banques? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces questions.
Je reprends un petit peu les questions. Nous avons une question sur le bilan depuis 2021 du fonds vert qui avait été créé pour l'Afrique centrale. Également, donc, le lien entre le fonds vert climat et le fonds bleu. Et puis, comment est-ce que les entreprises publiques peuvent éventuellement accéder à ce type de financement? Une autre question sur l'appropriation, justement, de ces nouveaux modes de financement. Et puis, la potentialité de la mise en œuvre de crédit carbone. Et dans le cadre des financements qui ont été mis en place pour les inondations qui ont eu lieu en janvier au Congo, dans la République du Congo, quelle est la place donc, du secteur financier. Donc je vous laisse, messieurs, les panélistes, prendre certaines de ces questions et puis y répondre. Allez-y, je peut-être donne la parole à monsieur le vice-gouverneur d'abord. Merci beaucoup Fabienne, je remercie les différents participants qui ont posé des questions. Moi je voulais plutôt rebondir sur la question du conseiller Bernard Gazot. Je pense que vous touchez là à un point important sur la communication, sur la vulgarisation, comment dire, de tous ces nouveaux instruments de financement. Et Bernard, je sais que vous êtes un grand formateur. Voilà peut-être une bonne occasion d'inscrire, pourquoi pas, un module sur les financements verts dans le programme de master des étudiants que vous suivez. Ça serait une bonne contribution, je pense, à la vulgarisation de ces différents instruments. Mais vous posez là une vraie question et je pense que, je ne sais pas si Jacqueline est là, la présidente de la COSUMAF. Je crois qu'au niveau de la COSUMAF, justement, dans l'effort de vulgarisation un peu de ces outils, il y a le guide de l'investisseur, je crois, qui a été mis en place au niveau de la COSUMAF pour permettre justement aussi bien aux investisseurs qu'aux autres participants de se familiariser un peu avec les mécanismes en ce qui concerne toutes ces questions sur le financement vert. Bernard a encore évoqué la possibilité de créer un compartiment vert sur le marché boursier. Ça fait partie là aussi des bonnes propositions. D'ailleurs, je vous ai dit dans mon intervention que nous, à la Banque centrale, on a pensé à créer justement un guichet spécial de refinancement concernant ces opérations. Et je pense que ça serait une bonne idée qu'au niveau de la bourse, qu'il y ait justement un compartiment qui permettra de mobiliser facilement les opérations concernant les investissements verts. Et si vous me permettez aussi, je voudrais peut-être rebondir sur la question du conseiller Obami sur la place des banques. Quel est le rôle que les banques ont joué dans la participation au financement des catastrophes que le pays a connues. Je ne sais pas si les banques, le président de l'association professionnelle est avec nous, je ne sais pas si les banques ont participé, mais je voudrais, en ce qui concerne la Banque centrale, faire remarquer que en dehors des instruments conventionnels que j'ai énumérés tout à l'heure, il arrive aussi que la Banque centrale fasse dans du non conventionnel. Ce que nous appelons non conventionnel, entre guillemets, c'est un peu la participation ou l'utilisation des instruments de politique monétaire qui n'obéissent pas au cadre normal du refinancement. Nous avons, par exemple, pendant la crise du Covid, comme vous le savez, nous sommes beaucoup intervenus en octroyant de manière indirecte, certes par le biais de la BDAC,
nous avons mis à la disposition des États des financements qui ont permis quand même de gérer la transition Covid. Et nous avons aussi, toujours dans le cadre de, du soutien de manière indirecte à l'économie, lorsque il y a eu la crise il y a quelques années, nous avons un peu, contrairement à nos règles habituelles, participé comment dirais-je, à injecter un peu plus de liquidité sur le circuit on avait prévu à peu près jusqu'à hauteur de 500 milliards de francs CFA, mais des financements n'ont pas été appelés jusqu'à ce niveau, mais je sais que nous avons injecté jusqu'à à peu près à hauteur de 250 milliards de francs CFA. Donc, en ce qui nous concerne, il arrive donc des fois, effectivement, que nous participons à des actions comme ça qui ne concernent pas le cœur du métier de la Banque centrale, mais que ce soit plutôt des investissements ou des participations qui ne sont pas directement liées à notre métier. Peut-être que le président de l'association professionnelle pourra dire si les banques ont participé ou non au financement en dehors des ONG lorsque les catastrophes se sont produites. Voilà, Fabienne, ce que je pourrais dire en ce qui concerne les questions qui ont été posées par le conseiller Ngazo et le conseiller Obano. Merci. Oui, merci. Le vice-gouverneur m'interpelle, donc je vais essayer de répondre à chacune des trois questions. Sur la première série de questions posées concernant le feu vert, le fond bleu, c'est quelque peu regrettable parce que les questions posées sont d'une très grande pertinence. Malheureusement, ceux qui sont en mesure d'apporter les réponses à notre ami qui a posé la question ne font pas partie du panel. Je pense notamment au ministère de l'Environnement, qui a des réponses précises sur ces questions, et à la BDEAC, puisque les financements et les flux ont passé par la BDEAC. Et malheureusement, nous n'avons personne de la BDEAC. S'engager à répondre à ces questions, c'est prendre le risque de dire des choses qui pourraient révéler être des contre-vérités. Donc, je pense que si demain, nous avons... demain, façon de voir, si dans le futur nous avons ces interlocuteurs, je suis bien placé parce que je travaille et avec le ministère de l'Environnement assez étroitement, puisque nous sommes point focal pour ce qui concerne le fonctionnement du fonds bleu pour le bassin du Congo, ce qui est son fonctionnement, mais aussi avec la BDEAC, puisque, comme vous le savez, en tant que banque, c'est nous qui allons être en contact avec les entreprises qui seront éligibles à ces projets spécifiques. Et ces entreprises, pour fonctionner, pour pouvoir bénéficier de ces fonds, devront passer par la Banque postale du Congo. Et donc, sur ces volets-là, je voudrais qu'on fasse preuve de prudence et qu'on laisse et le ministère de l'Environnement et la direction, plutôt la présidence de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale y répondre. Sur le deuxième volet, si je peux me permettre, sur l'intervention de M. Ngazo. Cette question de sensibilisation, de promotion, de vulgarisation, de formation, c'est en réalité une question qui concerne toutes les strates, tous les niveaux. Tout le monde est concerné et plus ou moins victime. Et donc, lorsqu'on a dit cela, on comprend que l'État a un rôle important à jouer avant tout pour pouvoir sensibiliser les uns et les autres. Pour le cas spécifique, le moi étant haïssable, pour le cas spécifique de la Banque postale du Congo, cette sensibilisation, elle a commencé. Lorsqu'on vous dit, par exemple, que sur les 33 agences dont dispose la Banque postale à travers le pays,
ça veut dire 33 groupes électrogènes. Ça veut dire un impact catastrophique sur son empreinte carbone. Et donc, la vision qui est celle du directeur général, c'est de dire, si je veux améliorer le niveau de mon empreinte carbone, il faut déjà que je commence à travailler pour faire en sorte qu'au lieu d'utiliser des groupes électrogènes, je puisse faire appel à de l'énergie renouvelable. Ce sont des options que nous avons choisies, notamment avec une agence qui est l'agence de Kulunda, que certains connaissent, et qui très bientôt va fonctionner avec de l'énergie renouvelable. Et si l'expérience est intéressante, c'est de faire en sorte que tout le réseau, à moyen, long terme, puisse éviter de peser sur cette empreinte carbone, puisque nous sommes tous évalués en fonction de cela. Lorsque vous vous rendez dans des réunions comme celle de Dubaï et que vous échangez avec les partenaires, il y a toujours une question qui revient. Quel est le niveau de votre empreinte carbone? Pour être crédible et dire que vous voulez jouer un rôle dans le financement vert ou bleu, il faut poser ces actes-là et dire que nous sommes résolument tournés vers tout ce qui permet d'arriver vers ce qu'on pourrait appeler un monde meilleur. Ce qui se passe et la catastrophe que nous avons vécue, pour revenir à la question de mon frère et ami M. Obami, la catastrophe n'est qu'une conséquence en réalité du réchauffement climatique. Et donc les banques doivent d'abord commencer par traiter cette question en amont et de faire tout ce qu'elles sont en mesure de faire pour lutter contre le réchauffement climatique. Ça passe par des actions basiques. Nous avons un conseil d'administration à la Banque postale du Congo et une décision importante qui va jouer sur notre empreinte carbone est de dire que les conseils d'administration de la Banque postale du Congo doivent se dérouler avec 0 papier. C'est-à-dire que chaque administrateur dispose d'un ordinateur pour pouvoir traiter les questions. Éviter le papier, c'est améliorer son empreinte carbone. L'impression de ces papiers à travers les imprimantes, c'est, si on éradique les imprimantes demain, c'est peser, améliorer son empreinte carbone. Donc, les efforts doivent être faits en amont pour maîtriser justement l'impact du réchauffement climatique et derrière, faire en sorte que chacun des actes posés soit identifié et évalué pour permettre à la Banque postale du Congo de disposer d'une évaluation qui lui permet de dire oui, mon empreinte carbone à telle période était de temps, 1 an, 2 ans, 3 ans après, voilà ce que j'ai pu avoir comme résultat. Et là, vous êtes crédible vis-à-vis de l'international. Je voudrais également évoquer la question je le dis encore, de la gouvernance, de la transparence, de la traçabilité de ces opérations, de la sécurité de ces opérations que les banques, par définition, peuvent apporter aux flux liés à ces financements climatiques. C'est justement ces critères-là qui permettent de se lever et de dire que oui, nous apportons de la sécurité auprès des investisseurs pour les opérations qui doivent financer les projets non polluants, donc les projets verts. Il faut également arriver à convaincre les entreprises que c'est dans leur intérêt de passer du financement des activités polluantes vers des activités vertes et donc non polluantes. C'est positif pour elles et c'est également positif pour en réalité toute la communauté. Donc tout le monde y trouve son compte. Et donc la question basique était celle de dire est-ce que par rapport à la catastrophe, les banques ont réagi d'une manière ou d'une autre. Je dis et je le répète, nous sommes là dans la phase, je dirais, finale de l'effet du réchauffement climatique. Et de ce point de vue-là, chaque banque dispose dans son budget d'une ligne qui peuvent faire jouer
pour apporter, bien entendu, du réconfort à ceux qui sont touchés par cette catastrophe. Ce sont des lignes de dons, ce sont des lignes d'accompagnement, et ces lignes-là sont souvent scrutées parce qu'elles permettent aussi de jouer sur l'empreinte carbone lorsque vous menez une action comme celle-là. Je ne pourrais pas vous dire quelles sont les banques qui ont effectivement influencé, en tout cas qui ont projeté des actions dans ce sens. Je sais que la Banque postale est en cours pour pouvoir soutenir nos amis du long du fleuve du Congo, et je pourrais vous revenir si, pour ceux qui sont intéressés sur cette question, notamment M. Obani, après avoir fait le tour de mes confrères, pour revenir pour dire voilà, il y a eu telle intervention de telle banque sur tel aspect. Merci. Merci beaucoup, M. Tamangoli. Je me tourne maintenant vers M. Ngogonzo, si vous avez quelque chose à ajouter, puis ensuite M. Blandy, s'il y a quelque chose à ajouter également sur les questions qui ont été posées. Merci Fabienne. En tant que superviseur bancaire, notre position serait de dire que ce soit la finance durable, la finance verte, ça reste la finance, donc un domaine qui est entièrement réglementé. Et en la matière, le vice-gouverneur de la BEAC l'a rappelé, le forum que la Banque centrale a organisé en décembre 2023, qui a débouché sur l'adoption d'une feuille de route qui donne des indications sur les actions à venir. Et en tant que Banque des États, je suppose que les 6 États membres de la CEMAC seront associés pour adopter, je dirais, une politique de convergence vers la neutralité carbone, ou, pour employer le concept que le vice-gouverneur a utilisé, le verdissement des économies. Et c'est sur cette base que, au niveau de chaque secteur d'activité, des dispositions seront prises pour mettre en place un cadre réglementaire. L'exposé sur les cas de la Mozambique, le Kenya, le Nigeria et autres l'a révélé. Le point de départ, c'est un cadre réglementaire. Et pour ce qui est du système bancaire, ce cadre-là sera adopté avec des exigences pour les établissements de crédit en interne, dans leur organisation interne, pour prendre en compte dans leur cartographie de risques tous les risques climatiques et de façon globale les risques ESG, donc les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et à l'égard de leur clientèle, des exigences aussi pour accompagner ces entreprises-là dans leur transformation durable et aussi dans la prise en compte des exigences environnementales. Et en ce moment-là, si l'établissement, pour le cas du Congo qui a été évoqué, les établissements qui auront dans leur portefeuille des entreprises qui ont subi les dégâts liés aux inondations, les banques, en ce moment-là, sauront quoi faire et dans quelle mesure. Donc voilà globalement ce que je peux dire. Merci. Yes, indeed. Thank you. Just really answering the gentleman's point about making this something that is accessible, that is not just talked about at COP, is not just talked about in this room. What I can say on the carbon finance element
is that, certainly alongside the creation of regulation, etc., there needs to be quite significant, public information campaigns alongside private sector involvement in the regulatory development, as the gentleman's already alluded to. In terms of the work that we are doing to try and, also target those that are not just, at these events, we are building a carbon markets 101 resource hosted on our website, which will be accessible to everyone, and that's targeted at those with an interest in the sector, potential developers, regulators, and others. At the same time as the Africa Carbon Markets Initiative, we quite regularly, deliver training sessions, again, to regulators, but also to private sectors and the financial sector. So that's just a couple of elements, areas where we're trying to, I guess, actively answer that particular question. Merci beaucoup. Merci à tous les panélistes. Je vois qu'il y a encore une question. Est-ce que je vois que la modératrice... D'accord, merci. Merci beaucoup. Je suis monsieur Herman Rodney Goulet du ministère du Budget. Je voudrais d'abord féliciter tous les panélistes pour ce thème très important, très à la mode et qui a été abordé de manière vraiment très très professionnelle. Mais ma question s'adresserait à monsieur Glenville. Vous avez évoqué l'expérience que vous avez dans l'accompagnement des autres pays, notamment en Afrique de l'Est, dans la mise en place d'un marché carbone. Vous avez dit que la réglementation est essentielle, c'est vrai. Mais concrètement, nous sommes ici au cœur du bassin du Congo. Nous avons des forêts, nous avons des besoins de développement. Et nous avons également besoin de mettre en place ce marché carbone. Donc, on a un grand besoin de valorisation de nos forêts pour savoir déjà ce que ça coûte. On a besoin de les titriser, en quelque sorte, pour avoir des titres qui sont accessibles sur le marché. Et il nous faut des infrastructures pour pouvoir réaliser ces opérations. Comment est-ce que votre structure nous permettra à des pays comme les nôtres, en tout cas ceux de la CEMAC, de les accompagner dans la mise en place de ce marché carbone, de sorte à ce qu'ils puissent répondre à l'ensemble des exigences d'un vrai marché des commodities, comme disait monsieur Ngazo tout à l'heure dans sa question. Merci. Thank you, sir, for the great question. I certainly agree with your points with regards to the significant forestry resources that are across Central and indeed West Africa. We are supporting a number of countries in East Africa, but also across sort of West Africa, Central Africa as well. We are designed as a Pan-African institution. We were actually in Nigeria the week before last to launch their regulatory work. I think to the question of how we can facilitate this regulatory development, we're very much open to requests. We're demand-driven, so governments will approach ACMI, for any, I guess, facilitation. To deliver the regulation, I think we've landed very clearly across all of these panelists on the need for clear, concise regulation, not just in the carbon markets field, but across other areas. But to actually deliver that, maybe I can draw from the examples we've done in Mozambique, in Kenya, etc. So what we do is we apply we have a framework which we developed with some other development partners on our steering committee, including the State Department of the US and USAID, which outlines all the necessary decisions that need to be made across a quite comprehensive framework, and what the implications of those decisions are, alongside an educational summary of the topic. So we use that framework quite considerably in the support we offer. At the start of the process, we require or strongly encourage very senior government oversight, whether that's at the presidential level or indeed ministerial level, and settle on an ambition of where these senior stakeholders want to take this market.
A point there, as I mentioned, really important to have quite considerable coordination between the ministries, particularly, I would say, finance and environment. Quite often, given this is a revenue-generating opportunity, I think, honestly speaking, there is an intention to maybe drive that out of one of the ministries, whereas it requires quite strong coordination. So we play a strong role in trying to ensure that takes place. At the same time, we advise and help those we work with in government to create a cross-ministerial task force across all the relevant ministries. I mentioned earlier that this touches not just on forestry, but all different sectors. So it's very important to have those senior decision makers within the room. Before actually undergoing any regulatory work, it's very important to ensure everyone in that task force is, has a significant knowledge, capability, etc. within this sector. And we know that it's quite an early space to be in. And as such, we deliver capacity building sessions quite intensely before any regulatory work begins with that task force. We then use the framework, which I mentioned, and very much tailor it to the country context. You mentioned, for example, the forestry sector as a real priority, and I would suggest that's probably the highest potential in this region at the moment, certainly on avoided deforestation and reforestation. So we would tailor some of the work towards that, and also see what regulation actually exists at the moment to tailor a work plan. Then as ACMI, we help form a secretariat and with other funders bring in the requisite TA or detailed analytical support that may be required, and then sort of begin actually actioning on that work plan. And that's what we've done in the countries that I've just mentioned. We're quite flexible on how we deliver that support depending on other in-country partners that may have an interest in delivering the work. We may play a lighter advisory role or actually lean in much more strongly. In the case of Nigeria, for example, which offers a very complex operating environment, we have people embedded within the ministry. Just also important to raise a point that this is a longer-term effort. And so one of the other core roles that we play is trying to coordinate and share the ambition with the wider donor community, knowing that there likely will be needed for support for 1, 2, 3 years or so, not just to get the regulation, but to ensure it maintains relevance in an evolving landscape, and indeed to ensure there's capacity to actually operationalize, to have people within government, within these designated national authorities with the right skill sets to ensure that any transactions, etc., are negotiated fairly. So that's an overview anyway of how we would deliver support. It's something we see certainly in other partners deploying in a similar way as well. Merci beaucoup, Monsieur Glanville. Je pense que nous arrivons à la fin de notre session. Juste pour rappel, nous avons couvert, je pense, la mise en place et l'accès à différents financements innovants tels que les fonds bleus, les fonds verts, les fonds durables, également le marché carbone. Je pense que nos panélistes seront d'accord dans le fait que peut-être les points à relever, ce serait la mise en place d'un cadre réglementaire qui est important non seulement pour le marché carbone, mais également pour les autres financements. Également à relever la gouvernance, notamment des entreprises publiques. Et ça, je pense que c'est un sujet qui a été évoqué hier également pour l'accès aux différents modes de financement. Et c'est le cas également pour les modes de financement verts, c'est l'amélioration de la gouvernance des entreprises publiques. La bancabilité des différents projets est également un aspect très important à retenir. Et nous avons vu donc les différentes expériences dans le marché carbone au Nigeria, au Kenya, au Ghana, Mozambique, Malawi et dans d'autres pays également. Et puis également dans certains pays de la CEMAC, notamment au Gabon, l'émission de l'obligation verte
qui, je l'espère peut-être, sera également dans d'autres pays de la zone CEMAC dans très peu de temps. Donc je voudrais réellement remercier nos distingués panélistes, Monsieur Tombala, merci beaucoup, Monsieur Tabangoli, merci également, Monsieur Ngo Bonzo, qui est venu ce matin pour remplacer M. Ondele, et puis M. Klanjil. Merci beaucoup à tous les panélistes pour avoir partagé vos expériences et vos connaissances avec nous. Voilà, merci beaucoup à la modératrice, merci aux panélistes, merci beaucoup. Dans la suite de ce programme, il devait prendre part à ses travaux. Malheureusement, son emploi du temps ne le lui a pas autorisé. Le ministre camerounais des Finances s'est fait représenter à ce forum par M. Martial Valéry-Zang. Il est le président de la commission technique de réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic du Cameroun. Je l'invite de bien vouloir prendre la parole. Vous comprenez que c'est en visioconférence. Monsieur le Président, vous pouvez y aller. Merci Madame. Excellence, Mesdames et Messieurs, merci. Vous avez toutes vos salutations depuis Yaoundé au Cameroun. Permettez-moi d'abord de remercier les autorités de la République du Congo qui me permettent d'intervenir à ce forum de l'entreprise publique de l'Afrique centrale. Je pense que grâce à nos partages d'expérience, dans le cas de cette rencontre, nous pourrions améliorer effectivement l'environnement des affaires dans lequel se meuvent les entreprises publiques en Afrique centrale. Donc cet environnement pourrait connaître un saut qualitatif tant sur les préoccupations de gouvernance que sur celles qui se rapportent au financement. Alors il nous a été demandé de présenter quelque chose sur la gouvernance et le financement des entreprises publiques, défis et solutions partagées. Donc je voudrais mutualiser avec vous quelques éléments de réflexion qui ont été développés à notre niveau. Sur les questions de la gouvernance, alors, comme nous le savons, elles sont inspirées des lignes directrices de l'OCDE. Et la bonne gouvernance des entreprises publiques est un paramètre essentiel pour l'efficacité et l'ouverture des marchés, tant sur le plan national qu'international. Elle constitue la norme internationalement reconnue relative à la façon dont la puissance publique doit assumer sa fonction d'actionnaire afin d'éviter les pièges que représente d'une part un actionnariat passif et d'autre part un interventionnisme excessif de la part de l'État. Dans bon nombre de pays d'Afrique en général et d'Afrique centrale en particulier, les entreprises publiques sont les principaux fournisseurs des services d'intérêt général essentiels, notamment des services publics. Il en résulte que leurs activités ont un impact sur la vie quotidienne des citoyens ainsi que sur la compétitivité des autres secteurs de l'économie. Les entreprises publiques sont des acteurs qui ne cessent de monter en puissance sur les marchés internationaux. Il est donc primordial de veiller à ce qu'elles exercent leurs activités dans un environnement compétitif et réglementaire sain afin de préserver l'ouverture des échanges et de l'investissement qui sous-tend la croissance économique. Alors, au Cameroun précisément, les règles de la gouvernance des entreprises publiques sont consacrées dans le cadre d'une importante réforme qui a été conduite
sous la houlette du président de la République, son Excellence M. Paul Biya, en 2017. Il s'agit notamment de la loi du 12 juillet 2017 portant statut général des établissements publics, de la loi de la même année, de juillet 2017 toujours, portant statut général des entreprises publiques, de l'adoption d'une série de décrets d'application de ces lois, dont le décret précisant les modalités d'application de certaines dispositions des deux lois, le décret qui fixe la catégorie des entreprises publiques, la rémunération, les indemnités, les avantages de leurs dirigeants, et le décret de 2019 qui fixe la catégorie d'établissements publics, la rémunération, les indemnités, les avantages de leurs dirigeants. Alors, à cet arsenal juridique s'ajoute l'adoption par le ministre des Finances de deux textes spécifiques en la matière. D'une part, la circulaire, une circulaire du 5 juillet 2022 qui régit les contrats de performance, parce que nous sommes dans cette mouvance au Cameroun. Un contrat de performance entre l'État et les établissements et entreprises publiques, dont l'objet consiste à définir un cadre conventionnel entre l'État et ses entités publiques, sur la base duquel ceux-ci s'engagent à atteindre des objectifs sur une période donnée par des moyens préalablement définis, ainsi que des modalités d'évaluation des résultats obtenus conformément au plan de développement stratégique, au plan d'entreprise et aux objectifs des politiques publiques. D'autre part, la circulaire, toujours du ministre des Finances, qui date d'octobre 2023, qui précise les modalités et conditions d'élaboration, de conclusion et de mise en œuvre de ces contrats de performance. Et cette circulaire qui vient en renforcement de la première pour assurer une bonne implémentation de cette future gouvernance. Quelques tests complémentaires à caractère général ont également été promulgués par le président de la République. Ils participent de l'implémentation approfondie de cette réforme pour asseoir au mieux les exigences de la gouvernance de l'entreprise publique dans un environnement de qualité et sain. L'on peut citer une loi de 2018 portant code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun. Une loi de 2018 également qui porte le régime financier de l'État et des autres entités publiques. Donc, par ces règles rigoureuses qu'elles constatent et dont l'application est adaptée au cas des entreprises publiques, ces lois sont des actes d'internalisation des directives adoptées dans le cadre d'harmoniser la CEMAC en 2011. Des innovations fortes sont également à relever à notre niveau de ce vaste chantier normatif en cours d'implémentation pour l'amélioration de la gouvernance des entreprises publiques au Cameroun. Ainsi, l'on observe, s'agissant des tutelles, s'assurer de la cohérence des activités menées et des résolutions des organes délibérants avec les orientations stratégiques, les plans et politiques publiques du gouvernement dans le secteur, ainsi que leur conformité avec les lois et règlements en vigueur au Cameroun, assurer le suivi de la performance, veiller à l'opérationnalisation du contrôle de gestion et de l'audit interne, veiller au suivi des mandats des dirigeants et des administrateurs, tenir à jour les données consolidées du portefeuille de l'État, produire et soumettre au président de la République un rapport annuel sur la situation de l'entreprise ou de l'établissement public concerné, au plus tard 1 mois après l'approbation des comptes, produire un rapport annuel consolidé sur les entreprises publiques et qui porte sur les questions de performance opérationnelle, financière, gouvernance, relations financières entre l'État et ses entités. Enfin, veiller à la publication des états financiers certifiés dans les délais prescrits par la loi. Au niveau du conseil d'administration, requérir avant chaque session la position officielle de sa structure, transmettre les informations au ministre en charge des Finances, donc les questions liées à l'affectation du résultat, aux indemnités allouées à la politique générale des rémunérations, l'attribution éventuelle des actions, veiller à la mise en place d'une fonction d'audit interne, mettre en place des comités spécialisés, mettre à disposition des tutelles, les rapports annuels d'activité de gestion, y compris une analyse des résultats opérationnels et financiers. Le rapport doit renseigner, entre autres, sur la vision, la stratégie, les objectifs de développement de l'entreprise, les rémunérations et autres avantages des dirigeants et du personnel,
l'analyse des risques et les modalités de leur gestion, le plan d'investissement et la situation du patrimoine, les données opérationnelles et financières, les relations financières avec l'État, donc les subventions reçues, les aérés, les garanties, etc. Et puis adopter un règlement intérieur ainsi qu'une charte de l'administrateur, dont dans toutes les entreprises publiques au Cameroun, il existe aujourd'hui ce qu'on appelle une charte de l'administrateur, et enfin respecter les délais de convocation des sessions. Alors, donc, cette importante réforme est confrontée à des défis qui se rapportent, comme vous l'imaginez, à l'application coordonnée uniformisée des prescriptions du législateur en même temps. Donc cette ambition n'étant pas aisée, il faut observer que la réforme se met en place en matière de gouvernance de manière progressive et au cas par cas. Il en est de même des prescriptions relatives à la mise en conformité des statuts des entreprises publiques à la nouvelle réforme. Alors, sur la question du financement, la problématique du financement des entreprises s'oppose avec acuité, avec une acuité particulière de nos jours en Afrique centrale en général et au Cameroun en particulier, au regard des contraintes fortes auxquelles font face nos États, qu'elles soient exogènes, par exemple la guerre russo-ukrainienne, la recrudescence du conflit israélo-palestinien, ou endogènes, dans le cas du Cameroun, avec les incursions de la secte terroriste Boko Haram et quelques perturbations dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ces contraintes ont considérablement émaillé l'environnement économique dans la sous-région d'Afrique centrale en général et au Cameroun en particulier, en affaiblissant le pouvoir de financement des entreprises publiques par l'État. La nécessité et l'urgence pour celle-ci de rechercher des guichets de financement autres que l'État s'impose logiquement par la force des choses. Or, en principe, les entreprises publiques doivent se financer sur le marché financier et non sur le budget de l'État. Le poids des entreprises publiques sur le budget de l'État est difficilement soutenable au regard de la conjoncture. Donc, des mécanismes jusqu'ici mis en place par l'État pour assurer leur financement sur son budget sont concentrés sur les subventions, les réhabilitations. Et par ailleurs, la mobilisation de ces différentes sources de financement implique de fortes contraintes de la trésorerie de l'État, dont l'effort important est d'ores et déjà sollicité dans la satisfaction des besoins de services publics des citoyens. Alors, fort de ce constat, il devient donc extrêmement difficile pour l'État de réaliser l'opération de financement des missions de services publics et celles des entreprises publiques sur son seul budget, sans toutefois s'exposer à de forts risques budgétaires. Pourtant, il est opportun d'observer que, de par les activités à caractère industriel et commercial, les entreprises publiques, étant des entités publiques marchandes, doivent, pour une concurrence saine et loyale avec les entreprises privées, se tourner vers des guichets de financement autres que l'État. Cette exigence est nécessaire pour leur ancrage dans l'optimisation de leur performance. Cependant, leur qualité de crédit ne permet pas toujours aux entreprises publiques d'accéder à des financements sans l'aval ou la garantie de l'État. De nouveaux challenges se poseront donc aux entreprises publiques devant ces guichets que sont les banques, la bourse et les partenariats publics-privés lorsqu'elles présenteraient leurs demandes de financement. Des exigences telles la nécessité de transparence dans la gestion des entreprises publiques et même la maturation des projets à réaliser, la publication des états financiers, l'incitation à la notation financière, etc., seraient soumises à des contrôles rigides avant autorisation d'octroi de fonds par un quelconque investisseur, autre que l'État.